Vous êtes sur caisse-de-son.com et j'ai envie de dire alléluia, les festivals, les shows reprennent de plus belle et on va parler du festival qui justement lance le bal au printemps, à l'été. C'est le festival Santa Teresa et pour nous en parler, on discute avec le grand Manitou de l'événement, Patrick Kearney. Comment est-ce qu'il va, Pat? Il va bien, Nicolas, il va bien. Il va mieux là, depuis que l'accouchement est fait là, de cette programmation-là. Là. Vraiment, ça a été un accouchement pas facile. Là. J'ai envie de te demander, parce que c'est un peu le slogan de votre édition, votre 6e édition, est-ce que ça va bien pour vrai de vrai? Ben, je pense que là, ça va mieux là, beaucoup. Là. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'incertitudes dans les 2 dernières années, dans la dernière année, même depuis... il faut se rappeler qu'en décembre, fin décembre, on s'est encore trouvé dans une situation de 5e vague. Là. Je ne sais plus là, dans quelle vague on était, là, bien franchement. Puis fait que ça a causé un peu d'incertitude, mais je te dirais qu'on avait toujours confiance qu'on serait de retour à une certaine normalité. 6e édition de Santa Teresa. J'ai envie de faire un road trip avec toi en cette belle journée de la Sainte-Patrick. On parlera pas des Saint-Patrick, mais plutôt de Santa Teresa, de Sainte-Thérèse. Oui. Première édition en 2017. Si tu regardes dans le rétroviseur, là, de quoi es-tu le plus fier d'avoir accompli avec ton équipe, avec Santa Teresa? Ben, moi, je suis pas là depuis le début. Là. On fait qu'il y a eu quand même, on a eu des hauts. Je pense que le festival il est parti la première année, puis personne n'avait vu arriver ça. Ça avait été comme un peu rafraîchissant, sortir les Montréalais de la banlieue. Fait que ça a été le premier bon coup. 2e année, ça avait peut-être, moi c'est juste avant que j'arrive, ça avait peut-être été ambitieux au niveau de la programmation. 2019, là, je pense moi je suis arrivé un peu avant, on a bien consolidé les choses et j'étais comme content aussi là, de consolider l'équipe là, parce que ce festival-là, c'est pas un trip de Patrick Kearney, c'est un trip d'une grosse équipe. Ah non, c'est vivant un festival, c'est une équipe, c'est comme une entité là. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, je peux me dire, je parlais à des collègues, c'est pas facile, là, on le sait, les pénuries de personnel, surtout dans le domaine culturel. Là, il y a beaucoup de gens avec je comprends, qui ont changé de domaine là, parce que c'était difficile, il n'y avait pas de job, ça avançait pas. Mais moi, j'ai vraiment une grosse équipe qui revient, là, je te dirais, à 90%. Fait que ça, c'est vraiment aussi rassurant parce que ça amène de la stabilité. Pour arriver à cette année, puis on a réussi aussi les 2 dernières années à faire quand même vivre un peu le festival. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'année passée, on a quand même fait un festival en zone rouge avec un couvre-feu, ce qui était comme, somme toute, un peu téméraire. Puis on l'a fait quand même, puis on a fait du bien aux gens. Pour faire un festival, il faut être un petit peu fou. Faut avoir un petit côté Evel Knievel, aimer résoudre des problèmes, aimer les défis. Puis j'imagine qu'à priori, il faut être aussi... t'es un passionné de musique, mais il faut avoir un petit côté un peu Evel Knievel, là, aimer les défis. Un petit peu sado, là, même, on peut dire. Oui, parce que... Puis surtout les 2 dernières années, là, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il fallait y croire en tabarouette. Il y a des moments où tu te dis, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas juste être, je sais pas, flipper des boulettes de burger. Là, mais bon, après ça, ça finit par passer. Oui, c'est difficile. Ça reste quand même de la gestion événementielle. Moi, je viens du milieu sportif. Là, fait que moi, j'étais un triple de culture, mais je n'étais pas un gars de culture à la base. Fait que le parallèle entre, justement, peut-être le sport et l'événementiel, c'est d'être capable de réagir avec tout ce que la vie t'amène comme défi. Un ben peut, il peut plus, c'est de gérer avec ça puis de rester debout, là. C'est la même chose. Moi, j'ai organisé les Jeux du Québec plusieurs fois. Puis aux Jeux du Québec, je me rappelle, on s'était fait plein de plans catastrophes, genre une épidémie de gastro, un manque d'électricité. On les 7 scénarios, on les a eus pendant les Jeux en 2009. Fait que, tu sais, en événementiel comme ça, oui, tout peut arriver. Il peut y avoir un artiste qui passe pas aux douanes. Ça nous est déjà arrivé en 2018. fait que ça, c'est toutes sortes d'éléments là, qu'on a un contrôle puis pas. Puis qu'il faut avoir, oui, les nerfs solides. Moi,
pense qu'avec une équipe comme on a, là, avec de la profondeur, on est capable de prévoir les plans B, les plans C, les plans D. Oui, les autres éditions nous ont permis peut-être de focusser sur les artistes, les groupes, les bands d'ici, québécois, canadiens. Fort agréable de redécouvrir un peu notre territoire, notre terroir. Mais là, on se réouvre au monde, tranquillement, pas vite. Tu parlais de Jimmy Eat World, tu as mentionné le nom. Comment qu'on gère ça, justement, la programmation d'artistes internationaux en 2022? Tout de suite, on est sur la fin de la pandémie, là, mais ça n'a pas été évident, là. Ben, c'était pas évident. C'est sûr qu'il y a des artistes qui hésitaient à... Tu sais, le Canada était... Là, on a su, là, je pense que c'est hier, là, qui ont dit qu'il n'y aurait plus de tests PCR obligatoires demandés, mais c'est sûr que ça ne nous mettait pas les plus sexy là, pour attirer des artistes internationaux. Là, je pense que c'est en train de tomber. Fait que, tu sais, je vais te dire qu'il y a comme une part de guess qu'on a pris, là, parce qu'en janvier, quand on commençait à négocier avec des artistes internationaux, on ne le savait pas. C'est-à-dire qu'on a signé Princess Nokia, on ne savait pas quel État serait le Québec et le Canada en termes de mesures sanitaires, mais bon, à un moment donné, il y a une part là, en événementiel, il y a une part de gambling, où tu mets tes jetons sur la table puis tu espères d'avoir la meilleure main. Fait que c'est ça qu'on a fait. C'est toujours dans les risques calculés, là, mais oui, c'est ce qu'on a fait, là. Voilà. On parle de l'international avec Jimmy Eat World, Princess Nokia, entre autres. Justement, vous avez une programmation que tu viens d'illustrer, deux côtés musicaux complètement différents, mais complémentaires aussi, le rock, le hip-hop. Comment qu'on programme? Quel défi vous êtes donné au niveau de la programmation cette année? Bien, je pense qu'on a voulu l'accentuer encore plus cette année. Je pense que ce qu'on on veut, là, c'est un peu surfait comme expression, mais tu sais, le 7 à 77, nous on y tient beaucoup. C'est pas évident de déterminer un ADN de festival. Puis là, je pense qu'on l'a comme trouvé. Fait que, tu sais, les shows d'église, là, clairement, on sait qu'on va toucher une clientèle un peu plus vieille. Ça n'empêche pas des jeunes de 16 ans d'aller voir Cœur de pirate. Puis, tu sais, quand on va aller avec Hubert, on a une toute autre crowd. Quand on va avec Princess Nokia, ben ça sera vraiment pas la même clientèle, probablement, qu'on va avoir à Jimmy Eat World. Fait que, justement, là, tu parles des sacrés shows qui se passent à l'église Sainte-Thérèse d'Avila, qui est comme un peu le classique qu'on associe à Sainte-Thérèse, à Santa Teresa. Absolument. Ça, c'est un bon coup là, que le festival a fait dès cette première année. Là. Puis pour la petite histoire, c'est que moi, j'étais conseiller municipal quand ce festival-là est né. Ça avait été présenté au conseil. Évidemment, je m'étais montré emballé. Puis les gens du festival, sachant que je tripais musique, m'avaient dit hey, on devrait faire des shows où on cherche une grande plage. Je dis, pourquoi vous prenez pas l'église? Il me semble que c'est hot. Puis dès la première année, on se rappelle, il y avait eu City and Colors, puis Pat Watson qui avait fait 2 soirs. Puis c'est comme devenu effectivement emblématique. Ça démarque un peu le festival de d'autres festivals. Fait que oui, les sacrés shows cette année, je suis vraiment fier, là, parce qu'en plus, on y va à 4 soirs. Là. Puis je trouve que ces 4 soirs-là, en tout cas, les commentaires que j'en ai, là, c'est que c'est vraiment positif, parce qu'en plus, on a créé des combinaisons. Tu sais, je pense à Sophia Nolin qui est avec The Weather Station. Je pense que c'est comme un match. Elle est super emballée. Très bon groupe aussi. Oui, vraiment à voir. Il y a un nom dans les sacrés shows aussi que moi, qui vraiment piqué ma curiosité et qui est vraiment dans la tendance, dans l'air du temps. C'est Sofiane Pamar, parle-moi-en. Oui, exceptionnel, on parle de pianiste. Oui. En France, c'est vraiment huge. Là. En France, pour eux, c'est comme leur Alexandra Strelinsky, leur Jean-Michel Blais, mais je veux dire de façon. Puis il y a aussi ce style-là où, si les gens vont voir sur Internet, les cheveux de couleur, boucles d'oreilles, il ressemble plus d'un rappeur. Justement, il a fait des collaborations avec des rappeurs, fait qu'il il décoince un peu le style classique, puis il l'amène ailleurs. Mais je pense que ça va. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être excités, puis beaucoup la diaspora française. Ça, tu vois, dans notre ADN, ça, on vise toujours à aller chercher notre clientèle de cousins français là, qui, on l'avait fait avec Orelsan en 2019. Oui. J'avais jamais vu. D'après moi, on avait vidé le plateau Mont-Royal là, de tous nos amis français. Mais ça, c'est vraiment une clientèle là, qui est contente de venir à notre festival. Fait que oui, Sofiane Pamar, moi, je pense que les gens, il y a une explosion qui s'en vient de cette carrière-là. Puis, au même titre que Louni, là, qui va être en première partie qui est une Française, qui est la fille de Thierry Lhermitte.
les gens ne le savent pas, de l'acteur, oui, de l'acteur, du fameux acteur du Dîner de con. Grand acteur, ben oui. Oui. Avec Jacques Villeray, ça, c'est un classique à voir. Absolument. Looney, elle a sa propre vie à elle, là, tout à fait. Puis, si tu vois, elle vient de faire la première partie de Géant doré en France. Je pense qu'il y a 2 soirs au Zénith, qui n'est pas une petite salle quand même en France, là. Fait que Looney, c'est quelque chose qui est aussi sur le point là, d'exploser en termes de popularité. Là. Vous pourrez aller voir les gens, là, une belle tonalité. Ouais. Moi, ce que j'aime des festivals, c'est le fun, oui, aller voir les noms, les têtes d'affiche qui nous attirent, qui nous donnent le goût d'acheter notre billet, tout ça, mais c'est le fun aussi de se promener de scène en scène, d'environnement en environnement, et de découvrir des nouveaux bands, de tomber en amour avec des artistes, des bands. Si on parlait, mettons, des gros shows, moi, il y a un nom aussi que je trouve exceptionnel. Il y en a plusieurs. Les Hôtesses d'Hilaire, ceux qui n'ont jamais vu ça en show. Wow! Ça, je pense que c'est complètement fou. Hubert Lenoir aussi. Oui, Hubert, c'est comme, on a comme aussi une histoire d'amour avec Hubert. Mm-hmm. On avait été le premier festival quand Filles de personnes venait d'exploser. Ouais. Nous, on l'avait booké au festival dans une petite salle qui s'appelle le Cha-Cha, qui est mythique, qui a 150 places, mais je pense que je me rappelle encore d'avoir une file d'au moins 500 à 600 personnes. Jusque dans le parc des Laurentides. Ah oui, à peu près. Là, ouais, vraiment. Ça fait que ça. Puis l'année d'après, il faisait le stage principal. Là, fait que là, de lui donner, là, on arrive à une autre étape où on lui donne la tête d'affiche. Là, puis présentement, je peux te dire que c'est un des spectacles là, qui se vend bien. Là, les gens sont vraiment excités. Puis ça fait longtemps qu'il n'a pas joué au Québec. Mm-hmm. Il y a eu son nouvel album. Il y a bourlingué un petit peu aux États-Unis là, pour faire de la prospection. Là. Fait que nous, je pense que ça va vraiment être trippant là, de l'avoir. Puis on a Lydia en sport qui va lancer son album. On va même faire probablement quelque chose de spécial. On n'en parle pas trop tout de suite là, pour souligner ça avec Chose Sauvage. Fait que ça, je pense que ça va vraiment être une soirée vraiment trippante. Fait que ça, on est aussi le festival, il y a ce volet-là de rendre, de mettre en valeur nos artistes québécois. Là. Lorsque justement un Hubert Lenoir, il a joué chez nous la première fois, Santa Teresa, on est un des premiers à lui avoir donné son premier festival. Et là, après ça, il rayonne à l'international, New York, il a joué en Europe, tout ça. Ça doit être le fun de voir croître aussi les artistes que vous aidez à propulser aussi, là. Ben vraiment. Puis tu sais, le guest là, c'est toujours être dedans. C'est comme on cherche toujours la pépite d'or là, le premier qui va découvrir. Puis je pense que là, il y a exemple, je pense à des artistes comme Skyfall, qui est québécois, qui est le premier Québécois à avoir fait là, si les gens, tes auditeurs connaissent la série Colors, là, la série de vidéos vraiment tripantes. Oui. Là, qui est faite en Allemagne, là, mais qui a reçu des artistes comme Billie Eilish, Alicia Keys, vraiment. Puis lui, c'est le premier Québécois à faire ça. Moi, j'ai un jeune de 16 ans dans la maison, il tripe Skyfall. Fait que c'est des gens qui sont moins connus, qui jouent pas nécessairement dans les radios commerciales. Mm-hmm. Comme Pressa. Pressa, c'est le deuxième nom sur l'affiche d'un des plus gros festivals de rap aux États-Unis, à Miami. C'est un Canadien. Fait que, tu sais, c'est des gens qui sont pas connus par monsieur, madame, tout le monde, mais nous, tu vois, nos recherches de souvent d'artistes, on utilise des logiciels qui nous permettent d'être un peu en dessous du radar puis de voir l'activité puis les écoutes qui ont en streaming, YouTube, sur les réseaux sociaux, puis ça nous permet de voir qu'il y a des artistes que, même s'ils font pas de bruit de façon publique, ils sont écoutés. Ben oui. Fait que ça doit être une logistique aussi que les gens peuvent pas s'imaginer parce que des groupes, il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Les horaires, la gestion des horaires. OK, mais là, il pourrait cette date-là, là, il peut pas, là, non. Oh, là, ça fitterait dans l'itinéraire, tout ça. Même que ça peut aller jusqu'à la dernière minute, booker un artiste. Tu me glissais un petit peu avant l'entrevue. Parle-moi un peu de Jimmy Eat World, comment ça s'est passé. Jimmy Eat World, tu sais, bon, il y a des questions dessous, ça c'est sûr, mais il y a aussi des questions où c'était presque anecdotique. Là. Ouais. Ils ont 2 gérants, il y en a un qui est en lune de miel, fait qu'il y en a un qui avait donné son hockey, la Ben aussi, mais là, il n'arrivait pas à rejoindre l'autre. Tu sais, des fois, c'est un peu, des fois, c'est un peu... Et Jimmy Eat World, en plus, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas donné de show ici au Québec. Oui, ça va être... ouais, je pense que ça excite du monde beaucoup, là, tu sais...
moins, mettons, mon garçon, qui connaissait un peu la toune vaguement, là, tu sais, de Middle, mais puis il y a beaucoup de gens qui disent ah ouais, Jimmy Eat World, puis là tu leur fais écouter la tune qui a quand même presque 500 millions d'écoutes ça en streaming. De Middle, fait que là les gens font ah oui je connais ça, fait que bref, oui, puis tous ceux qui aiment les Foo Fighters là ou qui ont trippé sur le grunge vont adorer Jimmy Eat World là. Oui, tout à fait, ouais, c'est très rock, emo là, ouais, tout à fait, fait que ça, puis tu sais on a quand même des beaux bands de sport là, comme tu disais les Princesses de l'air là, si les gens les autres là, si les gens n'ont jamais vu ça, ils vont capoter. Là. C'est vraiment un band rock. C'est comme du rock progressif. Ouais. L'expérience du festivalier est super importante. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'arrivée du metaverse avec Facebook, tout ça, les shows. Moi, personnellement, un show, c'est live, tu vas le voir en présentiel. Ouais. Tu veux l'échange d'énergie, la chaleur humaine, les odeurs, les sons, tout. Que ton voisin verse une bière en t'accrochant. C'est ça, les shows. Tu t'en fais un ami. Ben, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je pense que exemple, nous, on vient on a fait un concept qui s'appelle le champion du clip. Nous, on fait un peu revivre les bonnes années de Musique Plus. Ouais. On donne en fait un cachet à 10 artistes. Ils doivent nous produire une vidéo. Maintenant, c'est un peu capoté, les vidéos qu'on réussit à produire avec si peu de sous. Ouais. Puis, on donne une bourse aux gagnants, on fait une vote. Fait que ça, on l'a fait quand on pouvait pas rien faire, tu sais, dans la première en 2021. Mais là, on revient, là, on est en train aujourd'hui, là, j'étais dans le budget, on va revenir avec ce concept-là. Fait qu'il y a des éléments qu'on va maintenir. Est-ce que ça vient de ton petit côté sportif, ça, le petit côté compétition ludique entre les groupes? C'est le fun, oui, je pense que oui. Puis moi, j'étais comme un maniaque de Musique Plus, là, au grand dans ma mère, là, qui où ça passait. Là, moi, j'arrivais chez nous, puis c'était ça qui jouait tout le temps en permanence. Là. Assez que quand je suis parti de la maison, même ça me chialait après, quand j'arrivais chez nous à l'écouter Musique Plus en sport. Fait que avait pris des bonnes habitudes. Mais oui, moi, je les ai, ces souvenirs-là, du combat des clips. Là, c'est un peu là-dessus qu'on s'est inspiré. Puis, d'attendre que One de Metallica passe pour faire Play Record sur le VHS. Exact. Ouais, ou Possum Sugar Honey qui était là pendant un an. Là. Mais je pense que le métavers, tout ça, le Focus, il a été obligé de beaucoup se rabattre là-dessus. Je pense qu'il a fait quelque chose de trippant d'être content. Mais je pense que comme nous, ils veulent revenir à un environnement en présentiel. Bon, après ça, est-ce que ça peut permettre à un pro qui est en Europe ou en Amérique latine de participer à quelque chose puis que c'était plus compliqué pour le voyagement, les coûts? Je pense qu'il faut, oui, en profiter de ça, mais je suis assez d'accord avec toi que le présentiel, là, il restera toujours ce qu'il y a vivant. On appelle ça les arts vivants, c'est pas pour rien. Je pense que ça peut devenir un outil, mais ça va pas remplacer, selon moi. Je pense que ça va devenir quelque chose en appui pour nous aider à, comme je te dis, à faire des choses là, qu'on ne peut pas faire ou exact. En complémentaire, de l'accessibilité, mais... Mettre des lunettes VR par-dessus des lunettes fumées, ça marche pas. Non, tout à fait. Mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire vivre sur le site du festival une expérience en réalité virtuelle, mais je crois pas que ça va remplacer. Puis tu sais aussi que je travaille, je suis président du Refrain, du Regroupement des festivals, puis je sens pas d'appétit là, pour aller vers le métavers. C'est une bonne chose. Oui, tout à fait. On est bien content de ça. Tu parlais d'accessibilité. Justement, c'est beau les festivals avec les billets, tout ça, c'est le fun. Mais c'est intéressant. Puis j'ai vécu ça aussi au Festif ou dans tous les festivals, au Festival de Québec. Mais bon, le Festif a un côté aussi communautaire qu'on retrouve beaucoup à Santa Teresa. Le volet aussi des shows gratis, des shows que monsieur, madame, tout le monde peut aller voir le jour, le soir. C'est important aussi. Puis il y a un volet aussi à Santa Teresa. Oui, ben c'est ça. Gratis. On va avoir une belle scène là, en collaboration notamment avec Desjardins des Laurentides. Puis on veut créer aussi des activations, une ambiance. On va avoir un beau bar SAQ. On va avoir toutes sortes d'activations, une place pour aller chiller, oui, c'est important parce que c'est important que la communauté, les gens, il y en a qui n'ont pas les sous, n'ont pas les moyens nécessairement, même si notre festival est vraiment accessible en termes de coût de billets. Mais je pense que c'est une belle façon de redonner à la communauté. La ville de Sainte-Thérèse s'implique financièrement de façon importante puis de logistique.
moi, je pense que c'est important que tout le monde ait accès à la musique. Puis, ben, ça peut permettre aux gens de faire des découvertes, là. Est-ce que, justement, c'est pas un peu comme dans le film, une petite séduction à chaque fois pour la ville de Sainte-Thérèse envers les gens qui viennent d'Europe à Sainte-Thérèse pour, comme tu dis, là, une communauté française qui viennent voir des spectacles de Montréal, qui disent hey, « moi, je vais y aller là-bas, je vais prendre la peine de me déplacer, même quitte à prendre le transport en commun, que c'est accessible aussi. » Est-ce que les gens de Sainte-Thérèse sont fiers, s'impliquent, même au niveau bénévole, à chaque année? Est-ce que la réponse est là? Oui. Puis, tu sais, moi, je me sens devoir d'impliquer ma communauté. Là. C'est comme exemple, la Maison des Jeunes, c'est eux qui deviennent notre escouade verte parce qu'on a un côté très éco-responsable. Okay. Tu sais, on collabore avec la paroisse, évidemment, pour représenter les choix à l'église. Tu sais, je loue la protestante qui est la chapelle Sirius. Vraiment, j'implique. Puis là, je reçois des appels de commerçants en disant écoute, Pat, on est prêt à fournir de la bouffe pour tes bénévoles, on est prêt à s'impliquer. On veut acheter des billets, on veut acheter des billets pour les donner à nos clients, à nos fournisseurs. Fait que je veux aussi que ça devienne, tu t'as parlé du festif, je pense que le festif, il l'a amené à un niveau là, où c'est vraiment Baie-Saint-Paul qui reçoit le Québec, puis que la communauté est impliquée, puis il a réussi à tisser des liens avec son milieu, puis ça, c'est super important. Puis c'est pour ça, exemple, cette année que j'ai collaboré avec le festif pour recevoir le festif et le Santa Teresa à l'école dans 3 écoles de mon coin. Wow. Toujours une belle façon, puis là, c'était Émile Bilodeau. Fait qu'évidemment, les jeunes étaient hyper excités, ils étaient hyper généreux. Fait que moi, c'est hyper important là, que la communauté participe, mais que je redonne aussi à ma communauté qui s'implique. Puis bon, un festival, ça peut déranger des fois un petit peu certains citoyens. Tu sais, ça, on change, on prend un stationnement, on déplace des choses, on bloque une rue, mais... Puis lorsqu'on est fédérateur, qu'on rassemble des gens comme Santa Teresa peut le faire, comme un festival, ça amène aussi son lot de logistique concret sur le terrain. On parle des corps morts, on parle des bières vides, tout ça, les déchets, les gens bouffent. Et Santa Teresa est un peu se targuer d'être un festival vert parce que vous avez même reçu en 2019 le prix Recycle Québec, le prix Viva. Est-ce que vous devez être fiers de ça? C'est cool, ça. Ben vraiment. Puis ça, sais-tu, je l'explique souvent, les gens disent c'est compliqué de faire de l'éco-responsabilité, mais nous, ça nous a permis d'intéresser des partenaires financiers qui ne seraient pas associés au festival. Fait que, il y a aussi ce côté-là, on ne le fait pas pour que ça, mais je pense qu'il faut aussi en profiter là, de ce côté vert-là. Oui, c'est super important. T'sais, exemple, nous, des bouteilles d'eau, j'en vends pas. Et on pourrait dire, ben là, on fait des sous avec ça, mais nous, on n'en vend pas. On offre des points d'eau, les gens ont des gourdes ou des verres éco-cups. Puis mon escouade verte, elle s'assure que, ben, tu sais, des fois, dans le feu de l'action, notre canette, on la met pas dans le bon bac, notre poutine, on la met pas au compost, on se trompe un peu. Des fois, la soirée avance, on est un petit peu feeling. Fait que moi, j'ai une équipe de jeunes qui s'assure de toujours faire le tri ça, c'est super important. Puis ça nous a vraiment donné une visibilité. Puis Recycle Québec va être encore là cette année avec nous. Il tripe sur le fait. Puis il nous cite souvent un exemple à d'autres festivals. Fait que ce côté-là, je l'avais amené au Jeux du Québec en 2009. Puis ça, je l'ai traîné, là, quand tu dis des affaires en sport qu'on a traîné, mais je l'ai traîné jusqu'au Santa Teresa en 2019 aussi. Pat Kearney, je te demande ton top 3 des incontournables, selon toi, à ne pas manquer à Santa Teresa. Si on y va avec le... Numéro 3. Écoute, le numéro 3, là, je pense que la journée là, avec Princess Nokia puis tous nos rappeurs là, un peu qui sont pas moins connus ici, là, ça va être vraiment une super journée. Surtout avec la fin des faibles aussi qu'on a connu à l'émission à Télé-Québec qui donne... Avec T.Y. Ben oui, c'est cool ça. Il y a une soirée de ça. T.Y. qui est un amateur qui était là en 2019 au festival. Numéro 2. Écoute, moi, j'ai un gros coup de cœur là, sur Martha Wainwright qui va être là avec un artiste avec Looney. Martha qui va sortir un livre dans quelques semaines. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de gros shows. Là. Pour moi, ça, c'est un coup de cœur à Pat Kearney. Bon, excellent. Et là, ça sera pas facile, j'imagine. Le choix va être déchirant, mais... Numéro 1. L'incontournable à ne pas manquer, selon toi. Ben écoute, tu en as parlé tantôt. Là, moi, je pense que Sofiane Pamart avec Pierre Lapointe, là, je pense que ça va être pour moi là, un gros coup de cœur. Là. Sofiane, ça sera la première fois qu'il joue au Québec, donc probablement en Amérique. Fait que pour moi, c'est vraiment un magnifique coup de cœur. Là. J'invite les gens à l'écouter.
cet artiste-là avant le festival. Là. Ils vont comprendre pourquoi je l'ai mis numéro 1. Ben, écoute, Pat Kearney, merci beaucoup de ton temps. Je sais que t'es très occupé. Merci beaucoup de nous avoir parlé à Caisse de son. Donc, le festival Santa Teresa, une incontournable 6e édition, 19 au 22 mai. Les billets sont en vente, bien sûr. Et d'ailleurs, votre nouvelle image, habillage, là, votre site web est vraiment de toute beauté. Je pense que vous avez travaillé en collaboration avec... LG2, là, une très belle firme qui avait vraiment le goût de travailler avec nous autres, là, puis qui n'a mis plus qu'on pouvait en payer. Là, vraiment, ça a été vraiment des super collaborateurs. C'est vraiment super. Donc, santateresafest.ca et les médias sociaux, bien sûr. Donc, 19 au 22 mai. Petite dernière question, rapidement. Qu'est-ce que ça l'apporte aussi comme complexité d'être possiblement le premier festival à lancer le bal là, au mois de mai? Vous avez avec le printemps, je dirais, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais Santa Teresa, oui. Ben oui, je pense que c'est toujours ce qui est tough, là, je dis toujours avec l'élément du festif, je suis jaloux de ta température, c'est toujours des canicules incroyables. Ouais. Nous, on peut passer d'une canicule de 25 à genre, faut presque y aller avec notre truc. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça mon plus gros défi ou mon plus gros stress là, à chaque fois. Puis en même temps, ça représente bien le spectre musical de votre programmation. Exact. On peut passer d'une tuque à une canicule d'un jour à l'autre. Bon, ben alors voilà. Ben écoute, félicitations à toi, Pat, et toute ton équipe. Et on se dit rendez-vous à Sainte-Thérèse du 19 au 22 mai. Porte-toi bien. Merci beaucoup. On t'attend avec tes auditeurs. Yes, on sera là. Caisse de son.com